Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. L'Union africaine en quête d'un lendemain meilleur. Elle vient de se donner un nouveau souffle à l'occasion du 24e sommet tenu à Addis Abeba. L'heure de l'évaluation au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Les gestionnaires de crédit sont appelés à faire connaître leurs performances de l'année 2014. Le Fonds national de microfinance repart de plus belle. Son directeur général vient de donner le coup d'envoi des opérations pour l'année 2015. Ils se sont donné rendez-vous hier à Addis Abeba en Éthiopie. Les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine se sont réunis pour le 24e sommet de l'Union. Une rencontre marquée par l'élection du président zimbabwéen Robert Mugabe à la tête de l'organisation continentale. Henri Ziota, de retour d'Addis Abeba, nous livre les grandes décisions du sommet. La 24e conférence au sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine se tient dans un contexte particulier caractérisé par l'émergence de Ebola, avec ses ravages et répercussions négatives sur les économies des pays touchés, notamment la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria, par la persistance de la crise au Nord Mali et en Libye et le terrorisme avec Boko Haram au Nigeria. En dépit de ce contexte difficile, l'Afrique est en marche et enregistre les taux de croissance les plus élevés dans un monde en crise. Et pour maintenir le cap et accélérer sa marche, elle s'est dotée d'une boussole, l'agenda 2063. Il s'agit d'un programme pour les 50 prochaines années visant à éradiquer la pauvreté et promouvoir le développement du continent. Au cœur de cet agenda 2063, la femme et 2015 doit être le point de départ de la mise en œuvre d'une politique qui libère ses énergies, d'où le thème principal de ce 24e sommet. 2015, année de l'autonomisation des femmes et le développement de l'Afrique pour la concrétisation de l'agenda 2063. Malgré tous ces défis, l'Afrique est en train d'avancer pas à pas et continue de contribuer au développement du monde. L'Afrique contribue à la paix, à la prospérité et à la restauration de la dignité de l'homme et de tous les hommes. Et c'est cette détermination à prendre en main notre propre destin qui est à la base de la décision de la déclaration solennelle du 50e anniversaire de mettre en place l'agenda 2063 grâce à un processus de développement fondé sur nos peuples pour réaliser la vision d'un développement autocentré intégré pour une Afrique prospère en paix avec elle-même. Nous avons présenté l'agenda 2063 pour son adoption après des mois de consultation. Et nous sommes convaincus que les aspirations de cet agenda, contenues dans cet agenda, reflètent les voix de tous les peuples africains et de la diaspora, unis dans leur diversité, jeunes et vieux, hommes et femmes, de toutes les couches de la vie. Si le secrétaire général de l'ONU apprécie hautement le thème de ce 24e sommet, il n'a pas manqué d'insister sur les défis et les obstacles à lever pour inscrire dans le réel les objectifs visés. Les guerres, les maladies, le terrorisme sont les principaux freins au développement de l'Afrique, sans omettre les remises en cause des constitutions. C'est pourquoi Ban Ki-moon lance un appel aux dirigeants africains. Les peuples du monde ont exprimé leurs préoccupations par rapport aux dirigeants qui refusent de quitter le pouvoir au terme de leur mandat. Je partage ces préoccupations. Les changements anticonstitutionnels et les soulèvements ainsi que la modification des constitutions ne devraient jamais être utilisés pour s'accrocher au pouvoir. Je vous encourage, leaders africains, à écouter vos peuples
Les dirigeants modernes ne sauraient fermer les oreilles aux souhaits de leur population qu'elles sont censées représenter. Et je lance également un appel aux États de l'Union africaine afin qu'elles défendent la responsabilité qui est essentielle pour lutter contre l'impunité. L'Afrique aujourd'hui est un continent majeur, un continent plein d'avenir et en devenir, et ne mérite plus d'être marginalisé dans la prise de décisions qui engagent son avenir et celui du monde, affirme le président de la 69e Assemblée générale des Nations unies, qui plaide pour de profondes réformes au niveau du Conseil de sécurité de cette organisation. Quant au président de l'autorité palestinienne, l'occasion est propice pour sensibiliser le monde sur la cause palestinienne et la nécessité de la création d'un État palestinien avec comme capitale Jérusalem-Est. Mahmoud Abbas remercie l'Afrique pour son soutien constant à la cause palestinienne. Si à ce sommet, l'accent est mis sur le développement de l'Afrique et la marche à suivre pour y parvenir, on a aussi procédé au renouvellement de l'équipe dirigeante. Le président zimbabwéen Robert Mugabe succède au Mauritanien. Avant de céder le flambeau, Mahmoud Ould Abdelaziz a fait le bilan de son mandat. Si les clignotants sont ouverts pour les économies des pays africains en général, ceux touchés par Ebola sont en difficulté. C'est pourquoi il plaide pour l'annulation des dettes de ces pays. En somme, un bilan positif où il se réjouit des performances des économies des pays africains, du climat de paix qui prévaut dans la région des Grands Lacs et de la victoire des forces de l'Union africaine et somalienne sur les Chebab. Il n'a pas manqué non plus de souligner la nécessité de travailler pour le retour de la paix dans les pays en difficulté et pour la sécurité, sans lesquels l'agenda 2063 sera difficile à réaliser. Et comme le président de la 69e Assemblée générale des Nations unies, il plaide pour la présence permanente de l'Afrique au sein du Conseil de sécurité des Nations unies. Le continent est déterminé à renforcer sa présence sur la scène internationale en conformité avec sa dimension et son rôle et avec la réalité géopolitique internationale et les profondes mutations que le monde connaît. Eu égard donc à sa place et à son rôle considérable au sein de la communauté internationale, l'Afrique doit avoir une représentation permanente au Conseil de sécurité des Nations unies. Pour ce faire, il faut entamer les négociations visant à élargir les représentations permanentes et non permanentes au sein du Conseil de sécurité des Nations unies et pour réformer le système économique mondial en vue de plus d'équité, en dynamisant le rôle des Nations unies dans les efforts de renforcement de la transparence, de la régulation du système financier et de l'encouragement des investissements nécessaires au développement durable. Et l'on aura ainsi contribué à donner au peuple du monde la faculté de disposer de leurs droits au développement et de tirer profit de la prospérité et du progrès pour que l'humanité tout entière vive dans la dignité, la liberté, la justice et l'égalité. Avant l'ouverture du sommet, le hall de la plénière du siège de l'Union africaine est dédié à Nelson Mandela en guise d'hommage à ce grand homme africain et surtout pour entretenir sa mémoire. À ce grand rendez-vous, le président Boni Yayi s'est signalé par sa présence remarquable. Son expertise et sa riche expérience en tant qu'ancien président de l'Union africaine sont requises au vu des nombreuses sollicitations à lui adresser pour faire évoluer les sujets à l'agenda de ce sommet. Un sommet qui va accoucher de plusieurs résolutions et recommandations. Voyons à présent les activités au cabinet du chef de l'État. Le président Boni Yayi s'est entretenu avec l'ambassadeur de Chine près le Bénin et l'administrateur du groupe de la Banque islamique de développement BID. Emmanuel Sebo nous précise qu'ils ont évoqué la réalisation de certains projets routiers. La Chine accompagne le gouvernement béninois dans la mise en œuvre de son programme de réhabilitation du réseau routier national. Une nouvelle fois, et ceci en raison de l'excellente coopération entre la Chine et le Bénin, l'Empire du Milieu est sollicité pour l'aménagement et le bitumage de la route Biro-Perere et la réalisation du barrage d'Adjarala. Ces deux sujets étaient au centre des entretiens entre le président Boni Yayi et le nouvel ambassadeur de la République populaire de Chine près le Bénin. Je pense qu'on a
discuté les détails des projets de la route, bureau Béréré, et après on a discuté le projet d'Adiahala. C'est un grand projet, non seulement pour le peuple béninois, mais aussi pour le peuple togolais. Et pour le gouvernement chinois, bien sûr, on a déjà exprimé le soutien pour ce projet, pour le développement de deux pays, de nos amis. On a aussi discuté les relations bilatérales entre nos deux pays. Comme vous le savez, les relations entre nos deux pays sont très bonnes et la relation de coopération est amicale entre nos deux peuples, deux gouvernements seront développés à l'avenir. Outre ces deux sujets majeurs, un point a été fait par le ministre des Travaux publics au chef de l'État sur un certain nombre de chantiers dont le démarrage connaît quelques retards. Il s'agit entre autres de la route Komé-Lokossa-Dogbo et de la traversée de Parakou. Dans le secteur routier, avec le chef de l'État, nous avons abordé, bien entendu, d'autres projets après d'avoir discuté avec l'ambassadeur. C'est le cas de la traversée de Parakou, qui est sous financement de la Banque africaine de développement. J'ai fait un point exhaustif au président de la République de l'avancement de la procédure. Actuellement, les entreprises ont fait la visite des sites et sont en train de s'apprêter à déposer leur dossier de soumission. Pour ce qui concerne le bureau de contrôle, la première étape est achevée, parce que nous avons fait la présélection sur 30 bureaux ayant postulé. On a abouti à une liste de 14 bureaux qui sont envoyés à la Banque africaine de développement et en même temps à la Direction nationale du contrôle des marchés publics pour avis de non-objection avant que la seconde phase de recrutement des bureaux ne soit lancée, c'est-à-dire la demande de proposition. Donc ce projet est un projet qui aussi physiquement doit démarrer dans les semaines à venir pour embellir la ville de Parakou et notre pays en général. Au-delà de ce projet, nous avons passé en revue rapidement les projets qui sont en cours, tels que la route Parakou-Djougou, dont le chantier a physiquement démarré sur le terrain. Les populations de Parakou en sont témoins. La route Komé-Lokossa-Dogbo aussi, dont la remise de site a eu lieu avec l'entreprise et le bureau de contrôle. L'entreprise, en réalité, était déjà connue depuis des mois. Nous avons fait le lancement, mais ce qui nous a retardé sur le projet, c'était le recrutement du bureau de contrôle. Et je voudrais expliquer à tous nos compatriotes que le recrutement du bureau de contrôle, c'est souvent ce qui fait traîner les projets parce que la loi dispose que, contrairement au recrutement de l'entreprise, le bureau de contrôle doit être recruté en 2 étapes. Une première phase de présélection pour aboutir à une liste et ensuite une seconde phase. Et toutes ces phases-là sont soumises à des délais incompressibles de 45 jours lorsque c'est des appels d'offres internationaux. Et donc, nous avons connu les bureaux de contrôle et finalement, les contrats de ces bureaux de contrôle sont en cours d'approbation, mais on a devancé les choses en les installant. Ils ont accepté gentiment de démarrer le travail avec nous avant même l'approbation de leur contrat. C'est comme ça que, comme le Lokossa-Dogbo aussi, la remise de site a eu lieu. Et donc, ces 2 projets sont en cours. Pour ce qui concerne Savalou-Tcheti, le contrat de l'entreprise Colas est déjà signé par l'entreprise en fin de semaine, c'est-à-dire hier, c'est revenu au niveau du ministère des TP qui a approuvé, qui a signé tous les contrats. Et actuellement, nous sommes au niveau du ministère des Finances dans les procédures de tirage de fiches bleues et autres. Ça, c'est des détails avant d'être approuvé par le ministre des Finances en début de semaine. Donc, très rapidement, ce chantier aussi devrait pouvoir démarrer. L'entreprise a déjà fait la reconnaissance des lieux et est allée sur le tracé de la route Savalou-Tcheti, frontière du Togo et le Gozoré-Glazoué pour identifier tous les points techniques concernant les ouvrages. Et donc, c'est des travaux qui doivent démarrer très rapidement. Le pont d'Atiémé, vous avez vu, le chef de l'État lui-même a visité tout dernièrement ce chantier. Et l'entreprise tient dans le délai actuellement les essais géotechniques, la mise en place de la plateforme. Pour ce qui concerne la base de vie, elle est déjà achevée depuis longtemps. Et toutes les populations d'Atiémé voient que le travail est en cours. Le seul problème que nous avons à résoudre à ce niveau-là, c'est le problème
des dédommagements parce que certains propriétaires terriens ont estimé que la base vie a été construite sur des domaines comportant des cultures qui ont été détruites et qu'il faudrait procéder à un dédommagement, ce qui est logique conformément à notre constitution. C'est vrai, j'invite à la patience toutes les populations concernées par les dédommagements sur nos différents projets. L'État, quand l'État vous doit, l'État vous remboursera toujours. C'est une obligation. La Banque islamique de développement est aussi un partenaire stratégique du Bénin. Il y a quelques mois, la BID a bouclé 2 grands projets dont les accords ont été signés. Il s'agit de la centrale de 120 MW pour laquelle 80 milliards de francs ont été mobilisés et la route Bani-Kouara frontière du Burkina pour un montant de 32 milliards déjà mobilisés. 3 grands projets routiers sont maintenant soumis à la Banque islamique de développement et leur réalisation va nécessiter la mobilisation de 150 milliards de francs. Le chef de l'État a à cœur de densifier le réseau de communication dans le pays. C'est une condition absolument indispensable pour la croissance économique. Car l'accès au marché est un élément très important pour permettre, par exemple, aux paysans qui produisent le coton de pouvoir vendre leur coton. Donc le président a à cœur de positionner maintenant au niveau du groupe de la Banque islamique de développement 3 grands projets de routes. Le premier projet porte sur la zone cotonnière, dont une partie du financement bien sûr a été mobilisée. Le deuxième porte sur la route, enfin la transversale, Zayanado, Banamé, tout ce qui est situé dans la région du Zou, puis la région Adia. Alors, pour cela, les études de factibilité existent déjà, elles ont été communiquées à la BID, j'ai été porteur du message, et nous travaillons maintenant sur le financement. Alors, les perspectives sont très bonnes parce que nous allons bientôt lever près de 150 milliards de francs CFA au niveau du groupe de la BID au profit de ces projets routiers. J'ai exposé ce dossier au président, je lui en ai donné l'articulation et avec le ministre des Finances, il y a un travail que nous allons faire qui a un caractère purement administratif pour que rapidement la procédure soit engagée au niveau du groupe de la Banque islamique de développement pour mobiliser ces 150 milliards de francs CFA. Je vous signale par ailleurs que la BID étant sur les marchés financiers, avec son rating qui a été renouvelé pendant 10 ans par les agences de notation internationale, Standard & Poor's, Fitch et Moody, le groupe de la BID maintenant, à l'instar de la Banque mondiale et du Fonds monétaire, a vraiment des possibilités de mobilisation de ressources énormes sur le marché. Mais seulement, il faut que les pays soient prêts. Les ressources iront vers les pays qui sont prêts, les pays qui ont un portefeuille de projets valables pour recevoir ces financements. Le Fonds monétaire international FMI, et c'est un communiqué de presse qui commence, vient d'adresser une lettre d'évaluation de la situation macroéconomique du Bénin à la Banque mondiale. Cette lettre d'évaluation, élaborée à la demande de la Banque mondiale, atteste de la stabilité du cadre macroéconomique du fait des importantes réformes entreprises et soutenues ces derniers mois par le gouvernement et le peuple béninois. Elle met en évidence les performances récentes enregistrées qui font notamment apparaître une reprise de l'activité économique, une maîtrise de l'inflation, une relance de la production cotonnière, une gestion prudente des finances publiques et une soutenabilité de la dette publique. Au titre des perspectives, l'évaluation souligne la nécessité de prendre en charge le déficit infrastructurel et de poursuivre les progrès au niveau du climat des affaires en vue d'atteindre les objectifs de croissance économique forte et soutenue retenus par le gouvernement pour une réduction significative de la pauvreté. À cet égard, le gouvernement a organisé une table ronde des partenaires pour le financement du développement du Bénin en juin 2014 à Paris et a mis en œuvre d'importantes réformes qui ont permis de passer de la 167e place à la 151e place dans le dernier classement du rapport Doing Business de la Banque mondiale. Le dit classement place le Bénin au 2e rang du top 10, c'est-à-dire le 2e des 10 pays au monde à avoir opéré les réformes les plus pertinentes et orientées vers l'amélioration du climat des affaires et la transformation structurelle de l'économie. Enfin, la lettre d'évaluation indique que le budget 2015 adopté par l'Assemblée nationale confirme l'engagement du gouvernement à trouver des solutions au déficit infrastructurel afin d'accéder à la croissance économique tout en préservant la stabilité macroéconomique
Les infrastructures visées concernent principalement les secteurs de l'énergie, des transports et du développement rural. Signé le ministre de l'Économie et des Finances et des programmes de dénationalisation. À l'Assemblée nationale, les députés ont voté lundi dernier la loi portant code de l'enfant en République du Bénin. Pour le ministre de la Famille, c'est un tournant décisif dans la protection des enfants qui vient d'être abordé. Jérôme Humbo. 48 voix pour, 0 contre. Depuis le jeudi 22 janvier 2015, à l'unanimité, les 48 députés présents au Parlement ont joint leur voix pour sauvegarder l'enfance béninoise des abus dont elle est victime au quotidien. Au niveau de ce code, certaines dispositions sensibles ont été adoptées. L'adoption nationale et internationale des enfants, la protection des naissances et la planification des naissances qui est à la base de tout abus des enfants. Il faut que le ministère de la Famille, en collaboration avec le ministère de la Santé, puisse mettre un accent particulier sur la planification des naissances. Mais quels moyens le ministère a vraiment pour aller jusqu'à la base, voir quel traitement on fait de l'enfant du paysan, de l'enfant de l'éleveur? Les raisons qui ont sous-tendu la mobilisation des représentants du peuple sont multiples. La vente des enfants, le vol, la tuerie, il y a tellement de d'exactions, il y a tellement d'abus qu'il est heureux de mettre fin définitivement à ces abus-là. On parle de Vinomégon, d'accord, mais les Vinomégon, qui en abusent d'abord? Les hommes et les femmes aussi. Étudier un pareil texte et adopter le texte au profit, n'est-ce pas, des enfants, c'est une nécessité absolue. Que tous les Béninois soient de cœur avec nous et que surtout, après le vote du budget, que tout ce qui serait pris comme disposition soit appliqué. Ce code sera une occasion pour diffuser les droits de l'enfant et permettre à toute la population de connaître les instruments juridiques et pénaux du droit des enfants. Désormais, nous pensons que tous les intérêts de nos enfants ont été pris en compte, contrairement à ce que nous vivions il y a quelques années. Donc je peux dire que c'est une victoire et aujourd'hui également l'aspect adoption nationale et internationale ont été abordés. Autre aspect important également abordé par ce code, l'adoption, l'homosexualité et autres. Mais le plus important reste et demeure la vulgarisation du dit code. À Porto-Novo toujours et sur le même sujet, les élus locaux sont à l'école de la protection des enfants. La première session de cette formation s'est tenue dans les locaux du foyer Don Bosco. Jérôme Humbo constate qu'il s'agit d'une occasion pour conjuguer les efforts dans la lutte contre les abus souvent subis par les enfants. Il urge de sensibiliser les élus locaux sur les mécanismes liés à la protection des enfants afin de pallier à la violation de leurs droits fondamentaux. L'application de l'arsenal juridique dont dispose le Bénin en termes de protection des enfants laisse toujours à désirer. Il urge donc de sensibiliser les élus locaux sur ces mécanismes afin de pallier à la protection de leurs droits fondamentaux. Les violations en la matière sont vécues au quotidien. Hier même dans une réunion, on vient de dénoncer un mariage forcé. Et on vient de voir comment les enfants encore n'ont pas le droit d'aller à l'école, ils sont dans les ateliers de la ville de Porto-Novo. C'est-à-dire, je crois que nous avons besoin d'être ensemble et de prendre conscience de que l'avenir d'un pays se trouve dans ses enfants. Et si ces enfants n'ont pas le droit à l'épanouissement, le pays n'a pas le droit à un épanouissement. D'où l'importance de cette formation organisée par le foyer Don Bosco. Cette formation donc vise à renforcer les stratégies de développement local en matière de protection des enfants par la dynamisation du travail
en synergie des élus locaux et les acteurs en charge de la protection des enfants, cette frange très sensible de la population. Il faut protéger les enfants contre vents et marées car ils sont vulnérables. La gestion prochaine de cette nation leur appartient, d'où la nécessité de l'implication manifeste des autorités en charge de la famille. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique passe en revue ses performances au titre de la gestion 2014. Les gestionnaires de crédit sont invités à présenter les résultats atteints dans l'exécution de leurs PTA respectifs. Il s'agit de leur plan de travail annuel. L'exercice a duré 48 heures à l'ISBA à Cotonou. Loris Kouno, par la voix de Jean-Claude James, nous présente le coup d'envoi des travaux. Ces cadres du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ont 2 jours pour passer en revue le plan de travail annuel 2014 et prendre une nouvelle feuille de route pour l'exercice budgétaire en cours. Le sous-secteur de l'enseignement supérieur sera ainsi évalué à l'occasion afin de relever les facteurs qui entravent l'obtention des résultats probants. L'exercice auquel nous sommes conviés consisterait pour chaque gestionnaire de crédit à faire l'exécution physique et financière des actions menées dans le plan de travail annuel au titre de l'année 2014 en faisant ressortir les résultats, les écarts, les difficultés qui ont affecté leur mise en œuvre. Même si l'année 2014 n'a pas été celle des grandes performances, des progrès ont été tout de même enregistrés. Mesdames et messieurs, le taux d'exécution financière globale du PTA 2014 s'est établi au 31 décembre 2014 à 98,25% contre 103,47% en 2013, base engagement, et à 89,027% contre 94,7% en 2013, base ordonnancement. Le taux d'exécution physique au 31 décembre 2014 est de 93,27% contre 96% à la même date l'année dernière. Si dans l'ensemble et à l'échelle nationale, ces taux semblent être satisfaisants, il est toutefois aisé de constater qu'il y a contre-performance par rapport à l'année 2013. Des recommandations pertinentes sont attendues de cet atelier pour l'amélioration des performances de ce ministère. Si vous êtes usager du Fonds national de la microfinance, eh bien retenez que les opérations du Fonds au titre de l'année 2015 ont officiellement démarré hier. À l'occasion, le directeur général du Fonds a fait un bilan des activités réalisées en 2014. Alain Dossio-Vaux l'a vu décliner aussi les grands axes de 2015. La persistance du chômage et du sous-emploi au cours des 2 dernières décennies ont suscité une inquiétude du gouvernement et des partenaires techniques qui l'appuient dans les efforts déployés contre la pauvreté au Bénin. Cependant, il n'est pas aisé de définir le concept du chômage, car certains emplois ne remplissent pas les conditions relatives à la promotion du tourisme, des énergies renouvelables, de la bonne gestion des déchets et au respect de l'environnement naturel. Voilà pourquoi le système des Nations Unies a accepté d'offrir ce cadre en vue de procéder à la clarification des concepts relatifs à l'emploi dans le cadre de la formulation du programme conjoint emploi PCE au Bénin. Je me réjouis de l'organisation du présent atelier qui, j'en suis convaincu, permettra d'harmoniser les compréhensions en vue d'une bonne formulation du programme conjoint emploi avec des initiatives novatrices claires, précises, opérationnelles, mais surtout contextuelles et adaptées au milieu béninois. Le secteur de l'environnement, c'est un secteur pourvoyeur d'emplois durables. Je dis bien d'emplois durables. Parce que c'est des secteurs où les initiatives à prendre doivent pouvoir continuer dans le temps. Ce n'est pas des initiatives occasionnelles. Il s'agit de protéger la vie dans le temps. Donc par rapport à la question, je crois qu'on a vu juste. Il s'agit en effet pour les participants de clarifier les concepts de travail décent, économie verte, emploi vert, croissance verte et entrepreneuriat vert. Il s'agira ensuite d'identifier les opportunités et les potentiels pôles de développement des emplois verts au profit des jeunes pour le Bénin. Et enfin, de passer en revue quelques expériences
des pays du Sud en matière de création d'emplois verts. Voilà, vous venez de suivre là un reportage d'Alain Dossiovo qui nous parle d'un programme conjoint emploi au Bénin. En prélude donc à ce programme, un atelier de clarification des concepts relatifs à l'emploi s'est tenu mercredi dernier à Cotonou. Et c'est de cela que Alain Dossiovo venait de nous parler. Alors, retour au dossier précédent. Si vous êtes usager du Fonds national de la microfinance, eh bien, retenez que les opérations du Fonds au titre de l'année 2015 ont officiellement démarré hier. À l'occasion, le directeur général du Fonds a fait un bilan des activités réalisées en 2014. Alain Dossiovo, que vous venez de suivre, l'a vu décliner aussi les grands axes de 2015. L'équipe dirigeante du Fonds national de la microfinance s'assure de la gestion qui est faite de l'enveloppe financière mise à la disposition du Bénin par la Banque islamique de développement pour le programme de finances participatif. Principale raison de cette tournée effectuée dans certaines villes des départements du Mono, du Zou et de l'Ouémé. La délégation a rencontré les jeunes producteurs bénéficiaires du programme de financement des micro et très petites entreprises. Il faudrait que cette finance participative prenne véritablement corps au Bénin à travers les SFD sur l'appui du FNM. Les bénéficiaires de ce programme ont saisi cette occasion pour faire part de leurs doléances et énumérer également les différents secteurs dans lesquels ils s'investissent. On ne peut que les remercier. Et nous voulons leur dire sincèrement qu'ils ne se découragent pas, qu'ils continuent à aider la jeunesse. Visiblement très satisfait au thème de la tournée, le directeur général du Fonds national de la microfinance revient ici sur les performances de ce programme. Sur les 1,150 milliard qui ont été mis à la disposition des institutions de microfinance, il faut dire qu'à la date du 31 décembre 2014, l'ensemble de ces institutions a pu financer 181 projets. Les promoteurs dans la mise en œuvre de cette nouvelle forme de financement ont permis de consolider ou de créer plus de 1000 emplois. Sur cette base, Jean Comlan Panty rassure les bénéficiaires de l'application du cadre réglementaire défini par les autorités monétaires pour le renforcement des capacités. Toute chose qui devrait booster le développement à la base. Les maires des communes de Djidja, Zanyanado et Kové s'unissent pour une meilleure préservation de l'environnement. Et cette cause les a conduits vers le directeur du Fonds national pour l'environnement et le climat. Au terme de leurs échanges, Modeste Akossetan leur a demandé l'intérêt de cette démarche. Nous sommes déjà, nous, maires, qui avions souscrit pour appel à projet dans le cadre du Fonds national pour l'environnement, habitués à venir dans ce bureau, mais rentrer toutes les fois désespérés. Aujourd'hui, c'est au grand bonheur, il a promis. S'il n'est pas bloqué, dans 15 jours, il lance les projets et en 45 jours, il réceptionne. Nous disons que pour 50 millions, 60 millions à deux communes ensemble. Quand on dit merci, là, c'est qu'on veut davantage. Quant à ce qui concerne le projet intercommunal Kové et Zanyanado, c'est la construction des points de regroupement. Au niveau de Kové, au niveau de Zanyanado, 2 points de regroupement construits avec les méthodes ultra modernes pour que ces ordures ménagères soient regroupées. Et puis après, une décharge finale loin des deux villes, et où ces objets entreposés, le directeur déjà nous promet un nouveau projet pour le traitement de ces objets, pour les réinvestir. Dans le cadre de ce projet que nous sommes ici aujourd'hui au FNE à Cotonou, la commune de Djidja et les communes de Zanyanado et Kové, Agoni, Ndivi mises ensemble pour gérer les ordures ménagères et assainir notre milieu. Je tiens sincèrement à le remercier pour l'accueil qu'il nous a réservé. 50 millions de francs ont été accordés à la commune de Djidja. Nous sommes à la fin de notre échange avec lui. Et je profite de cette occasion pour le demander encore d'intercéder pour moi, maire de la commune de Djidja, auprès du président de la République,
afin qu'ils pensent à nous. Ce qui se passe actuellement chez moi est ahurissant. Il y a incendie de plusieurs tas de coton. Et souvent, nous ne savons pas ceux qui s'en vont les brûler. Pas plus tard qu'hier, j'étais à Monsourou, en tournée, et j'ai fait le constat, des gens se plaignaient. À Djidja Centre, il y a eu incendie. Et ce que je voudrais demander, quand je demande que le DG intercède, c'est qu'il pense à nous aider à boucher les nids de poules, surtout l'artère principale menant de Boycon ou d'Abomey, en passant par Mounion, Djidja Centre, Agouna jusqu'à Tchéti. Cela va empêcher les camions de tomber. Puis quand les camions tombent, les propriétaires refusent de venir ramasser le coton. La Chambre nationale des notaires ouvre une nouvelle fois ses portes au public. Le notaire au service de la famille, c'est le thème retenu pour la célébration des 10 ans du Code des personnes et de la famille. Jemima Katraye nous amène au cœur des journées portes ouvertes organisées à l'occasion. Pendant 3 jours, les notaires veulent redéfinir leur rôle et vulgariser leur métier au service de la famille, cellule de base de la société. Première journée, réflexion sur le code des personnes et de la famille après une décennie d'application. Le notaire exerce une profession fort exigeante et qui requiert une remise en cause permanente. Cet atelier nous permettra de souscrire à cette obligation de la déontologie notariale. Les 2 jours suivants sont consacrés à une tournée d'explication de l'activité notariale à Cotonou, Porto Novo et Savé. Dans toutes ces mairies et à la maison du notariat, les notaires seront entièrement à la disposition de la population pour d'abord des présentations sur les questions essentielles et brûlantes que pose à notre société le Code des personnes et de la famille. Ces présentations seront suivies de questions-réponses. Comme vous le constatez, c'est un véritable break que les notaires ont décidé de faire dans leurs activités quotidiennes pour se rendre encore plus utiles à leurs concitoyens. Les réflexions se font de concert avec d'autres praticiens du droit afin que les uns et les autres soient mieux outillés pour l'utilisation du Code des personnes et de la famille. C'est un sujet qui est depuis ce matin au cœur de toutes les conversations. L'ancien ministre de l'Intérieur, Benoît Degla, a été victime d'un accident de la route, un grave accident. L'actuel conseiller spécial du chef de l'État à la sécurité se rendait à Ouessé, sa terre d'origine, quand le véhicule qu'il transportait a violemment heurté un camion-citerne à la hauteur de Dassazoumé, dans le département des Collines. Le bilan de cet accident est macabre. L'un des gardes-corps du ministre Degla a trouvé la mort. Lui-même et son conducteur ont été grièvement atteints juste après l'accident. Et sur instruction du chef de l'État, le ministre de l'Économie et des Finances et celui de la Santé se sont portés au chevet des victimes par hélicoptère présidentiel. L'ancien ministre Benoît Degla a été conduit à Cotonou où il suit actuellement des soins. Avant cet accident déjà, Benoît Degla se préoccupait d'une question: comment positionner la commune de Ouessé sur les rails du développement. La préoccupation a réuni autour de lui les natifs de la localité dimanche dernier à Calavi. C'était un moment de réflexion mais aussi un moment de réjouissance que Jean-Claude James nous propose de revisiter. Ouessé, une commune développée. C'est la vision poursuivie par ces natifs de la localité. Leur présence aux côtés de Benoît Degla en ce début d'année s'inscrit dans la dynamique de concrétisation de cette vision. Pas étonnant que sages, étudiants et cadres saluent les efforts de développement du conseil du chef de l'État. Nous avons le devoir d'encourager, de soutenir tous ceux qui s'investissent dans le développement de l'Ouessé afin que les autres, par entraînement, leur emboîtent les pas. La construction d'un pays, d'une commune ou d'un village dépend d'abord des hommes. Il n'est pas trop de le dire et de le répéter que si aujourd'hui nous pouvons nous enorgueillir d'avoir quelques cadres aujourd'hui, c'est l'œuvre du président Dr Boni Yahi, grâce à qui nous pouvons fièrement, partout où nous passons, dire que nous sommes de Ouessé. Instant de réjouissance, mais aussi d'exhortation à la mobilisation.
demande aux jeunes de OSR de prendre le travail au sérieux pour que notre commune se développe. Ce rendez-vous est devenu presque une tradition pour Benoît Degla qui réunit chaque année ses frères autour des idéaux de développement. La 6e édition du Nouvel An chinois au Bénin sera lancée au Centre culturel chinois le samedi 7 février 2015. C'est du moins ce qui ressort de la conférence de presse tenue mercredi dernier par les organisateurs de l'événement. La cérémonie d'ouverture officielle sera couplée d'un vernissage illustrant la fête du printemps en Chine. Patrick Jossou, sans être en Chine, était à la rencontre. Suivons son regard. Nous allons donc au Centre culturel français plutôt pour parler de l'événement Dansons maintenant et voici les images. Dansons maintenant en 2015, un festival de danse à l'actif de la Fondation Zinsou, la 3e édition du genre, avec particularité, spécificité et originalité. La particularité, Dansons maintenant, c'est en salle, c'est aussi sur une place publique. Tous les jours, entre l'Institut français du Bénin à Cotonou et la place des Martyrs, spectacle assez dense avec 55 danseurs qui viennent de tout le continent africain. Puis une équipe d'artistes autour, des photographes, des dessinateurs qui vont participer à la création d'un journal que nous éditerons chaque jour entre 500 et 1000 exemplaires et que nous offrirons au public pour faire un suivi de cet événement de 8 jours de fête de la danse. Je vais écrire des chroniques et des articles sur les événements qui vont se passer durant ce festival. D'une part, les chroniques consistent tout simplement à donner un avis, une opinion, une vision, un regard sur le champ de la danse africaine contemporaine. Et d'autre part, donner un regard qui ne se veut pas journaliste, parce que je ne suis pas un journaliste, mais qui se veut, disons, entre guillemets, éclairé, puisque je suis aussi un chercheur universitaire. Il y a aussi des ateliers, il y a des conférences. Je vais former pendant 2 semaines des danseurs professionnels. La spécificité, Dansons maintenant, c'est à la portée de tous, avec un thème sur la pointe des pieds. Sa spécificité, c'est que tout est gratuit. Que ce soit les ateliers pour les professionnels, pour les amateurs, pour les enfants, pour les adultes, les spectacles, les conférences. C'est un événement pour les parents comme pour les enfants. Un enfant de 6 ans, une maman de 37 ans, un grand-père de 83 ans, tout le monde peut se retrouver dans cet événement. De la musique des années 60 à 80 sur le continent africain. C'est le thème que nous explorons en ce moment dans le siège de la Fondation Zinsou à travers l'exposition African Records. L'originalité. Dansons maintenant, c'est une éblouissante cérémonie d'ouverture le 31 janvier où l'on aura l'opportunité de voir danser en direct et de visu la marraine de l'édition, Germaine Akogny, sublime danseuse et superbe professeure de danse professionnelle d'origine béninoise. Dansons maintenant, c'est 9 jours d'événements, du samedi 31 janvier au dimanche 8 février 2015. Le programme est disponible à l'SCCF, Centre culturel français, actuel IFB, Institut français du Bénin. Allons danser maintenant. Voilà, c'est sur cette invitation de Patrick Jossou à danser maintenant que se referme votre journal. Merci de votre aimable attention.